Véronique Tadjo, en compagnie des hommes. Grand 5. Le courage de l'infirmière est un bijou qu'elle porte avec fierté et bonté sur sa poitrine. Je m'occupe de mes malades, en leur montrant de la compassion parce que j'essaie de me mettre à leur place et de comprendre leurs tourments. Ils ne sont pas différents, ce sont les circonstances qui nous séparent. Je suis de l'autre côté de la barrière. Mais ils n'ont rien fait pour mériter ce qui leur arrive. Nous perdons du temps. Notre vie se gaspille en futilité. À présent que la réalité quotidienne a basculé, on doit tous repartir de zéro. Plus de possibilité de se raccrocher au passé. Les femmes sont les plus touchées par l'épidémie. Peut-être parce qu'elles restent souvent au chevet des malades. Peut-être parce qu'elles sont les dernières à quitter la maison pour aller se faire soigner. Peut-être aussi parce que, jusqu'au bout, elles veulent maintenir l'équilibre, arranger les choses. Avant que l'épidémie ne soit officiellement déclarée, lorsque les premières personnes contaminées sont venues dans les hôpitaux publics, le personnel médical les a soignés à main nue. Nous ne savions pas. Nous n'étions protégés que par une blouse blanche en coton. C'est après qu'on a eu l'information. Parmi nous, beaucoup sont morts en rapportant la maladie à la maison. J'étais terrifié. Maintenant que le virus Ebola a été identifié, je sais que c'est une question de prudence. Il faut suivre les règles d'hygiène à la lettre, ne jamais sous-estimer le danger, ne jamais baisser sa garde. J'ai vu une collègue très proche se faire contaminer devant moi. Un enfant est arrivé en très mauvais état. Il saignait de partout et avait la diarrhée. Son thorax était secoué par un terrible hoquet, profond et douloureux. Elle l'a nettoyé et s'est penchée pour lui donner à boire. Il a soudain vomi sur son épaule. J'ai vu que la blouse de mon amie était mouillée et lui collait à la peau. C'est ainsi qu'elle a attrapé Ebola. Elle est morte quelques semaines plus tard. Quand les gens de l'extérieur apprenaient qu'on travaillait dans un service anti-Ebola, ils ne voulaient plus s'approcher. On n'avait plus d'amis. Lorsqu'on rentrait à la maison, on se retrouvait seul avec la famille. Ma fille a eu des problèmes à l'école. Personne ne jouait avec elle à la récréation. Ses camarades avaient tous entendu les rumeurs qui circulaient dans le quartier. Le personnel médical était responsable de nombreux décès. Le président de la République leur aurait donné de grosses sommes d'argent pour réduire la population du pays et se débarrasser des pauvres. Ebola n'existait pas. Malgré tout cela, nous avons continué à nous battre contre la maladie. C'était vraiment dur de voir mes collègues mourir sans aucune aide véritable, abandonnés par les autorités. Le matin, avant de rencontrer les malades, nous prions. Nous nous mettons ensemble et prions. Nous chantons des hymnes religieux les yeux fermés, les mains tendues vers le ciel. Nous implorons la pitié de Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse de savoir ce qu'il faut faire. Donne-nous la volonté de pouvoir l'accomplir, le courage de résister. Les patients ont mal. Ils ont besoin d'attention, besoin d'être rassurés. Pour ceux qui croient en Dieu, nous leur disons de garder la foi et leur recommandons l'essentiel. Continuer à manger, à boire, même lorsque la force les quitte. Nous frottons leur dos, leur tenons la main, nous leur parlons dans leur langue maternelle avec des mots qu'ils connaissent. J'aurais voulu ôter mon masque pour qu'ils voient que je suis, qui je suis, qu'ils puissent s'assurer, dans mon regard, que je partage leur souffrance. Mais ce n'est pas possible. Sur qui concentrer nos efforts devant le flot ininterrompu de malades? Est-ce que nos décisions, prises dans le feu de l'action, vont déterminer s'ils vivent ou s'ils meurent? Il n'y a personne pour nous le dire. Parfois, même à l'intérieur de l'hôpital, les patients doutent de nous. Ils pensent que nous les empoisonnons avec les aiguilles que nous plantons dans leurs bras et les solutions que nous leur faisons boire. Sinon, pourquoi ne guérissent-ils pas?
Pourquoi tant de morts parmi eux? Alors, ils me demandent de goûter à ce liquide que je leur tends. Ils disent, essaye un peu toi-même, si c'est si bénéfique que cela. Ils demandent aussi pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir des masques et des combinaisons alors que tous ceux qui s'approchent d'eux en portent. Je les comprends. Comment leur inspirer confiance quand notre équipement nous éloigne d'eux? La distance entre nous est celle qui existe entre la vie et la mort. On ne peut pas leur mentir. Dans nos hôpitaux, nous avons toujours travaillé avec les moyens du bord. Toujours à manquer de l'essentiel, à manquer du minimum. Budget mal géré, budget insuffisant, conditions de travail déplorables, personnel mal payé, on a l'habitude. Longues heures dans des bâtiments aux murs écaillés, lits en fer aux matelas usés, mobilier endommagé, appareils en panne stockés dans des débarras, odeur de plaie, on a l'habitude. Mais cette fois-ci, c'est pire. Cette fois-ci, nos insuffisances ont pris une dimension gigantesque. Un jour, j'ai entendu un jeune pincer les cordes de sa guitare en chantant d'une voix morne. Venez m'accompagner, allons au CHU de la capitale. Le marché mondial des maladies. Allons chercher le choléra, dans les toilettes qui vomissent des sels. Allons acheter le paludisme, dans les eaux stagnantes de la cour. Allons acheter le sida, dans les déchets non désinfectés. Allons acheter la folie, dans les sacs de la corruption et de l'orgueil. Venez m'accompagner, allons au CHU de la capitale. L'arène des valeurs renversées. Allons soigner les docteurs, infectés par la négligence administrative. Allons vacciner les infirmiers, grippés par la pauvreté et les ordures. Allons sauver les femmes enceintes, accouchant sur des lits cassés, sans matelas ni drap. Allons calmer les employés, en grève pour améliorer leurs conditions de travail. Voyez-vous ce centre hospitalier universitaire? C'est ici notre marché mondial des maladies. C'est ici que les malades soignent les médecins. C'est ici que les malades attrapent plus de maladies. C'est ici que la culture de l'insalubrité est acquise. Kenneth Toansa, marché mondial des maladies. Je me souviens encore du jour où je suis rentré au pays, avec mon diplôme d'infirmière spécialisée. J'étais la première femme de mon village à aller si loin. J'avais passé 2 années de formation à l'étranger, j'avais fait des stages dans les meilleurs hôpitaux, je revenais pour servir. Pour faire mon métier, j'étais prête à prendre la relève, remplacer le personnel expatrié. Le pays allait dans la même direction. Au moment de l'indépendance, des centres hospitaliers, remis clé en main, grâce aux prêts des banques internationales, s'élevaient fièrement dans les principales villes. L'éducation et la santé étaient déclarées priorité des priorités. Nous avions des équipements sophistiqués. Trop sophistiqués. Quand une panne survenait, il fallait faire venir des techniciens de l'étranger. Les formations n'allaient pas assez vite. Comme si les concepteurs de notre système de santé n'avaient pas pensé à tout. D'un ministre de la Santé à l'autre, les mêmes erreurs. Les mêmes promesses non tenues. Oui, les appareils allaient être réparés le plus vite possible. Oui, un programme de réhabilitation serait mis en place. Oui, les soins médicaux restaient gratuits. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Comment petit à petit, mes collègues et moi avons accepté la médiocrité. Nous avons accepté la compromission, nous avons accepté la négligence. Il nous fallait annoncer à nos malades qu'il n'y avait plus de coton, plus d'alcool à désinfecter, plus de seringues, plus de fils de suture. Il fallait tout acheter. Les membres de leur famille devaient se rendre à la pharmacie la plus proche pour prendre le nécessaire. Pourtant, nous savions très bien, rien qu'à les regarder dans les yeux, qu'ils ne pourraient jamais régler la moitié des frais. Ils allaient partir à la pharmacie et, rendus devant la caisse, n'acheter par élimination que le minimum ou le moins cher.
Nous avons manifesté dans la rue pour forcer le gouvernement à faire des réformes. Ce n'était que peine perdue. Trop souvent, les revendications se transformaient en négociations avec notre syndicat pour une augmentation de salaire et le paiement de nos heures supplémentaires. Et puis, il y a eu des scandales. De l'argent disparaissait des caisses du ministère de la Santé. Des millions dérobés à l'aide internationale s'envolaient. Qui devait servir à restaurer les hôpitaux, à commander des appareils plus performants, à former du personnel plus compétent, à améliorer l'hygiène. À chaque remaniement du gouvernement, il en allait de même. À chaque nouvelle nomination, naissait un nouvel espoir, mais le statu quo revenait s'installer graduellement. Comment se fait-il que petit à petit, nous ayons accepté que les hauts cadres du pays aillent se faire soigner à l'étranger? N'était-ce pas la preuve qu'ils ne croyaient pas en leur propre système de santé? Comment avons-nous pu accepter que le président de la République se fasse évacuer dans son avion privé à la moindre courbature? Quand j'ai finalement compris que tout était faux, j'ai appris à me durcir pour continuer mon travail. J'aurais pu aller dans le privé comme beaucoup de mes collègues, cependant, j'ai toujours su que c'était dans le public que je serais la plus utile, malgré le sentiment qu'une catastrophe s'annonçait. Personne ne fut prêt quand Ebola a surgi dans nos vies. Les ministres ont beaucoup parlé des problèmes économiques auxquels le pays faisait face. Ils ont dénoncé la chute des prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Ils ont invoqué les séquelles de la guerre et la destruction des infrastructures. Les êtres humains meurent de différentes façons. En position de fœtus, les bras en croix, le torse calé contre un mur. Allongés, les membres bien positionnés sur le lit, certains ont le visage calme, d'autres grimacent de douleur. Notre cœur est une horloge dont le mécanisme nous échappe. Nos veines sont des vaisseaux qui gonflent et se rompent. Notre chair se laisse détruire par des cellules folles. Un poète m'a dit un jour, « On a beau savoir que tous les chemins mènent à la mort, que la vie n'est qu'une escale et l'éternité une voie sans issue, que l'homme doit mourir pour qu'il mûrisse dans la mémoire de ses héritiers, l'évidence reste l'évidence, la mort n'est pas belle. » Malgré mes ressentiments face à notre impuissance à gérer la crise, aujourd'hui, il faut bien l'admettre, nos besoins sont trop immenses pour imaginer une solution. Toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui veulent nous aider sont les bienvenus, sans exception. Ils prennent des risques extraordinaires pour nous. Depuis des mois, je travaille avec des volontaires qui viennent de loin pour lutter avec nous. Je vois comment ils se battent, je vois combien ils donnent d'eux-mêmes. C'est en les côtoyant que je me suis construit cette opinion. Ce sont mes collègues, mes amis. Je travaille encore plus fort quand je vois la solidarité. Parce que je me demande ce que penseraient les autres si nous n'étions pas sur la première ligne de front. On ne fait jamais assez. Je ne veux pas manquer le défi qui se pose à nous. Je veux être là pour que les générations à venir sachent que nous avons lutté pour empêcher le règne de l'inacceptable. Nous avons lutté comme des soldats, sur le champ de bataille, sachant que chaque minute comptait. Mais que chaque minute aussi pouvait sonner la fin de notre existence, nous avons fait notre devoir sur Terre.